Bonjour à tous et bon réveil à chacun de vous. Merci de nous prendre ce rendez-vous sur Actu Matin. Vous êtes en direct sur Canal 3 Bénin. Installez-vous confortablement. Dans un instant, nous allons découvrir les gros titres de la presse nationale comme à nos habitudes avec Wahab Alikpara déjà installé. Wahab, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous ce matin. On vous revient dans un instant. Au sommaire, c'est désormais connu et tout le monde fixé. 11 avril 2021 se tiendra le premier tour du scrutin présidentiel en République du Bénin. Conformément aux dispositions de la Constitution en vigueur, le Conseil des ministres d'hier mercredi a adopté le décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral et ordonne la Commission électorale nationale autonome d'enclencher le processus devant aboutir à la tenue de cette élection. Les dés sont donc jetés. Le jeu électoral lancé à pratiquement 5 mois de la date du scrutin. Partis politiques et prétendants au fauteuil présidentiel, décidez-vous. En plateau, dans une quarantaine de minutes, nos discussions, forums, analyses et commentaires des débatteurs sur les implications de la décision de convocation du corps électoral. Nous aurons également à nous prononcer sur cette disparition qui touche en plein cœur la planète du football. La légende Diego Maradona s'est éteint à 60 ans, rongé par la drogue et la gloire. Le plus grand joueur argentin de tous les temps est décédé mercredi d'un arrêt cardiaque dans le monde du football. Les hommages sur Actu Matin, le parcours du génie, toujours avec les débatteurs. 3 plateaux d'invités ce jeudi. Nous vous emmènerons à la découverte de la commune de Koulikamé à travers son maire, Dieudonné Kofi Bétékan, maire de Koulikamé, donc notre premier invité du jour. On parlera donc de ces quelques mois de gestion et puis de cette tournée du chef de l'État. Koulikamé, après la visite de Patrice Talon, que faut-il retenir? Nous aurons des précisions avec notre invité. Et puis ce matin, on parlera de l'Internet avec la multiplication des plateformes et des places de marché en ligne. Internet donne de nos jours une nouvelle dimension au développement des affaires. Il est donc possible de formaliser en République du Bénin son entreprise en ligne sans avoir à se déplacer, aussi de créer une affaire en ligne sous la forme d'e-commerce. On va en parler. Comment gérer donc et comment créer et gérer donc un business en ligne ce jeudi. Des astuces avec notre invité, Afis Bileoma. Il est le directeur des projets de dématérialisation à l'Agence des services et systèmes d'information. Et plus loin, les violences faites aux femmes, les voies judiciaires qui s'offrent à tous et à toutes. Maître Claire Lise Henry nous en parlera. Elle est avocate au barreau du Bénin. C'est l'invité des mondes parfaits, Alien Bossou, dans Duralex Sedlex. Et puis en fin d'édition, on va retrouver Narcisse Alossé dans la revue de presse. Merci de prendre ces différents rendez-vous. Installez-vous. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Les journaux sous la main, les titres de ceux sélectionnés ce matin sur Actu Matin avec vous, Wahab Alikpara. Oui, rebonjour Christian et rebonjour à tous. La fraternité qui nous propose dans ses colonnes ce matin l'entretien avec Jean-Baptiste Hunguet du bloc républicain. Les élus ne parraineront pas les menus frétins. Ils souhaitent qu'à l'issue du mandat 2021-2026, les partis politiques prennent et gèrent le pouvoir d'État. Le gouvernement adopte le décret autorisant la Sénat à enclencher le processus électoral. Information à découvrir à la page du quotidien Fraternité. Et puis la légende du football, Diego Maradona, est mort à 60 ans.
À la une maintenant de la Nation, paiement des pensions, l'admission des agents à la retraite, pari tenu par le gouvernement. Mesures sociales portées par le projet du budget 2021. 268,4 milliards de francs CFA pour les transferts et subventions. Débat budgétaire au Parlement, 42 milliards de francs CFA pour booster la décentralisation. À la une maintenant de le matinal, prochaine présidentielle, la Sénat autorisée à enclencher le processus électoral. Le décret portant modalité d'élaboration du calendrier adopté. Le premier tour du scrutin aura bel et bien lieu le dimanche 11 avril 2021. Et puis, action de Médecins du Monde contre les violences basées sur le genre. L'exposition Chaussures rouges répliquée à Cotonou. Quotidien, le challenge, tournée du chef de l'État dans les communes du Bénin. La mobilisation s'annonce intense dans le Zou et l'Atlantique. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le nouveau représentant résident du PNUD salue les réformes du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Matin libre, présidentielle de 2021, ces pièges que l'opposition doit éviter. L'événement précis à présent, déclenchement du processus électoral pour l'élection présidentielle en République du Bénin, le premier tour de l'élection présidentielle fixé au dimanche 11 avril 2021. Tournée du président de la République dans les communes du Bénin, le Koufo et le Mono font un triomphe à Talon. L'autre quotidien présidentiel 2021, adoption du décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. Le premier tour aura bien lieu le 11 avril prochain. Soleil levant, supposé recrutement à la douane du Bénin, démenti formel du directeur général. Aucun recrutement n'est lancé par l'administration des douanes, dit le directeur général Charles Inoussa Saka Boko. Et puis Talon reprécise il faut serrer la ceinture. C'est une façon de dire de ne plus voler. C'est tout. Propos de Patrice Talon rapporté par le Soleil levant. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur cet entretien avec Jean-Baptiste Ronguet. Il est du Parti Bloc républicain. Les élus ne parraineront pas les menus frétins. Propos donc de Jean-Baptiste Ronguet à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité paru ce jour. Voilà, il va plus loin et déclare qu'il souhaite qu'à l'issue du mandat 2021-2026 et que les partis politiques prennent et gèrent le pouvoir d'État. À l'Assemblée nationale, eh bien, les députés continuent de présenter leur budget sectoriel. Et puis le gouvernement, lui, a finalement adopté le décret autorisant la Commission électorale nationale autonome à enclencher le processus électoral. Et on va en parler tout à l'heure au forum de discussion. C'est le premier sujet que nous allons aborder ce matin avec les débatteurs. Nous analysons donc les contours et les implications de cette fixation donc de la date de la présidentielle et ce conformément à la constitution en vigueur en République du Bénin. La pandémie du coronavirus et ses conséquences. On rappelle que réunis en session ordinaire hier sous la présidence effective du chef mondial de l'église du christianisme céleste, le révérend pasteur Benet Adeogun, le comité directeur du Saint-Ciel a décidé de l'interdiction de rassemblement des fidèles sur le site de pèlerinage annuel de l'église du christianisme céleste situé donc dans la commune de Semepoudji. On rappelle que c'est bien souvent au mois de décembre que les fidèles de l'église du christianisme céleste se retrouvent pour ce grand pèlerinage. Ça ne tiendra pas
pour cette année 2020. Eh bien, la suite de l'actualité, c'est en image sur Actumater avec le mini-journal. Bonjour à vous Ingrid. Oui, bonjour Christian, bonjour à tous. On va parler ce matin de l'une des expressions du chef de l'État qui a assez animé la toile et l'opinion publique. Il s'agit de l'expression « serrer la ceinture » évoquée au cours de la tournée de réédition du président Patrice Talon. Que comprendre de cette expression, vous le saurez dans quelques instants. Également au sommaire ce matin, la remise de matériel sanitaire de protection aux élèves réfugiés vivant au Bénin. Un geste du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui vise à accompagner ces élèves en cette période de pandémie à Covid-19. Merci beaucoup Ingrid. Restez en place. Le développement de tous ces titres, c'est tout de suite. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24h/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Et voilà, dans le mini-journal ce matin, la tournée présidentielle, le chef de l'État Patrice Talon qui depuis quelques jours parcourt les communes du pays, au total 54 communes à parcourir. Et on connaît désormais le sens et le contenu de l'expression serrer la ceinture de Patrice Talon. Cette expression qui a longtemps fait polémique, le chef de l'État lors de sa tournée s'est expliqué. Nous vous proposons de suivre ici sa déclaration. Quand je dis aux uns aux autres, il faut serrer la ceinture, ce n'est pas serrer la ceinture sur nos salaires, sur ce que le producteur a comme recette, sur ce que le menuisier a comme recette. L'État ne lui prend rien au-delà de l'impôt qu'il a toujours payé sans savoir. Ce n'est pas que quand la couturière travaille, je lui demande de ne pas dépasser son argent. Est-ce qu'on a déjà demandé à quelqu'un dans son salaire, dans ses recettes, de ne pas faire ce qu'il veut à son argent? Quand je dis qu'il faut serrer la ceinture, c'est quelle ceinture? C'est une façon de parler seulement, c'est dire de ne plus voler, c'est tout. Contentez-vous de vos revenus, revenus de votre travail. Que le député se contente de son salaire de député. Que le ministre se contente de son salaire. Que le douanier arrête de voler. Que le gendarme, le policier, le directeur d'école, l'infirmier qui, comme tous les autres, vole, lui aussi vole les médicaments et il vend. Que tout ça la cesse. Même si tout ça permet à l'argent de circuler, que l'argent qui doit circuler soit l'argent que chacun mérite. Et que le reste aille construire les routes, les hôpitaux, les centres de santé, l'eau, l'électricité, les cantines scolaires pour nos enfants. Mais c'est incroyable. En moins de 5 ans, nous avons réussi à diminuer de beaucoup ce que le blanc appelle cette déperdition. Les bons d'essence. Quand quelqu'un quitte ici, le camin, il va voir son parent dans un ministère, et en se levant, il dit, il n'y a pas de bon d'essence pour moi. Les gens, leur salaire, terminé. Nous faisons la guerre. Le Bénin entier fait la guerre à ce gaspillage-là. Pour que notre argent, on s'en contente, même si c'est dur. C'est là que je dis qu'il faut serrer la ceinture. C'est dur. Il faut laisser cet argent travailler pour le minimum qui est indispensable à notre survie. L'eau, l'électricité, l'école, la santé, les cantines scolaires, les stades, les marchés. On aura fini tout ça bientôt. Bientôt, ce sera derrière nous. En 2022, tout le monde aura l'eau, c'est fini. L'électricité, on est en train de finir. On va faire les extensions qu'il faut. Voilà, le chef de l'État qui poursuit donc son périple. Il était à Plahoué dans le département du Koufou, Ingrid. Oui, Christian, entre autres sujets abordés à cette étape de la tournée de reddition de compte du président Patrice Talon, des questions relatives à la sécurité et à l'éducation. Suivons. Les populations de la commune d'Aplahoué m'ont chargé de vous exprimer leur profonde gratitude
pour toutes les réalisations dont elles sont également bénéficiaires. De façon particulière, Monsieur le Président de la République, quand je regarde, je fais le tour de ce qui est inscrit dans la salle, on voit bien qu'il nous reste beaucoup à faire. Ce qui est important de savoir, est-ce que désormais nous sommes capables de satisfaire nos besoins les uns après les autres. Nous allons ouvrir de nouveaux commissariats. Une programmation est en cours pour couvrir tout le territoire en commissariat en nombre suffisant, en agents en nombre suffisant. Et les moyens de travail, matériel roulant, équipement, moyens financiers sont tentés d'être mis en place pour qu'enfin le Bénin soit sécurisé au maximum. Ici, dans une université, il est important qu'on revoie le modèle et que l'école forme des enfants prêts à l'emploi, forme des enfants que l'emploi ira chercher et non des enfants qui courent à chercher l'emploi un peu partout. Et si on le fait, nous allons résoudre nos problèmes de développement de manière durable. Le COUFO manque encore de trop de choses. Il faut maintenant que la concrétisation de ces choses-là aille plus vite, encore beaucoup plus vite dans le COUFO. Au Burkina Faso maintenant, et sur la base des résultats recueillis, des données recueillies par les équipes déployées dans les bureaux de vote, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a rendu publique sa déclaration préliminaire. C'est une lecture globale et impartiale du processus électoral depuis la campagne jusqu'à la compilation des résultats en passant par le vote proprement dit. Nous allons suivre un extrait de la déclaration préliminaire lue par le chef de mission, suivi des mots de remerciement du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Ils sont tous deux au micro de Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouin. Conclusion. Globalement, le processus électoral ayant conduit aux élections présidentielles législatives du 22 novembre au Burkina s'est déroulé dans un environnement paisible, sans incident majeur, en dépit du contexte général sécuritaire tendu et de certaines contraintes logistiques. Sur la base de son appréciation de l'ensemble du processus, la mission d'observation aux élections couplées du Burkina Faso est arrivée aux conclusions ci-après. Ces élections présidentielles et législatives constituent une étape cruciale dans la consolidation de la paix et la promotion de la démocratie au Burkina Faso. Elles ont été rendues possibles par l'engagement et la détermination du peuple burkinabé et de toutes les parties prenantes. La mission félicite le peuple du Burkina, le gouvernement pour les dispositions prises pour la tenue des élections et les partis politiques pour leur engagement constant. En particulier, la mission salue le patriotisme, la patience et le civisme des électeurs qui ont fait preuve d'un rare engagement tout au long du scrutin. La mission encourage les électeurs à maintenir leur comportement jusqu'à la proclamation définitive du résultat. Elle les exhorte à garder ce sens élevé de responsabilité et à préserver les valeurs de tolérance et de paix. Par ailleurs, la mission lance un appel aux candidats aux deux élections à respecter les résultats issus des urnes et les exhorte à recourir en cas de besoin aux voies légales pour le règlement de tout consensus électoral. Enfin, la mission d'observation de la CEDEAO, par le biais de ses observateurs de long terme et du bureau spécial de la Commission au Burkina, observera le développement post-électoral. Je voudrais donc vous remercier, vous, de la presse, qui avez fait ce travail très professionnel. Ensuite, dire merci et louer la grande responsabilité, le leadership de nos chefs de mission, qui, dans leur parcours de contact en matière de diplomatie préventive, avant le démarrage du scrutin lui-même, et en matière de médiation, ont su ramener jusqu'à maintenant les joueurs pour continuer le dialogue comme ils avaient commencé depuis quelque temps, en vue d'apaiser le climat sociopolitique de ce pays. Je voudrais finir avec nos observateurs, nos vaillants observateurs, qui s'engagent et qui se sont encore engagés une fois pour démontrer leur solidarité vers un pays de la région ouest-africaine. Je veux dire le pays des hommes intègres, où
contre vents et marées, en bravant la peur. Ils ont su aller dans les 13 régions du Burkina où le scrutin a pu se dérouler. Je voudrais vous dire merci, bravo, continuez, ensemble nous sommes toujours plus forts. Et je finirai en empruntant le mot de Obama, yes, we can. Thank you very much, obrigado. Bravo. Cotonou abrite depuis hier et sur 2 jours la réunion annuelle des commissions nationales sur les armes légères. C'est une rencontre de grande envergure consacrée à la Convention 2021-2025 de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Ulrich Gaba. La lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au cœur des préoccupations de la CEDEAO. Ici réunis à Cotonou, les commissions nationales sur les armes légères réfléchissent sur la Convention quinquennale 2021-2025 de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Une rencontre de haute portée au regard de la flambée des violences et tensions dans la sous-région. Nous avons des problèmes avec la prolifération de ces armes. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas de mort d'hommes au Mali. Je pense au Burkina aussi et dans les autres pays. Ce sont des armes importées, ce sont des armes qui entrent par d'autres filières. Et si vous voulez que j'évoque un peu le problème, c'est que nous sommes une sorte de point de passage de tous les côtés. Avant, les armes se limitaient au nord-sud. Aujourd'hui, c'est dans tous les sens que ça entre. Nord, sud, est, ouest. La session de Cotonou, celle qui aura lieu aujourd'hui et demain, est consacrée, n'est-ce pas, à une analyse vraiment approfondie des rapports des commissions nationales. Ensuite, de la validation de la Convention 2021-2025. Cette réunion de la Commission nationale sur les armes légères tient également lieu de plaidoyer auprès des partenaires pour la mise en œuvre efficace et efficiente du plan d'action quinquennal de la CEDEAO 2021-2025 sur les armes légères et de petit calibre. Il y a un plan d'action 2021-2025 qui a été adopté. Nous avons d'abord au mois de mars eu une réunion au Libéria. Donc, vous avez vu que ça a été exposé, adopté. Et avec les partenaires, nous allons voir comment mettre en application ces plans d'action adoptés. Nous avons des problèmes au niveau des pays pour l'application. Et ces problèmes, tout le monde sait, c'est financier. Il nous reviendra maintenant d'appliquer, de mettre en œuvre des recommandations après que, n'est-ce pas, les instances supérieures, les organes habilités à adopter cette convention le refaire. Voilà. Cette réunion qui se tient en pleine période de crise sanitaire mondiale impose aux commissions nationales de se pencher sur l'impact de la Covid-19 sur la mise en œuvre de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, aussi bien au niveau national que régional. Nous sensibilisons effectivement à chaque occasion de rencontre ou bien même de simple formation, le renforcement de capacité de nos forces de défense et de sécurité. Parce que cette pandémie est une réalité. Il y en a qui n'ont pas voulu le croire, il y en a qui ont prétendu à beaucoup de choses, mais je pense que la réalité est là. Il faut la vivre avant de pouvoir se convaincre de son existence réelle. 2 jours durant, à travers des sessions techniques et des communications, les participants venus de tous les pays membres de la CEDEAO auront à valider le plan de convention 2021-2025 sur les armes légères et de petit calibre. Ceci dans l'espoir de réduire sensiblement les foyers de tension dans la sous-région. La salle d'audience du tribunal de première instance de Djougou a servi de cadre à un atelier de sensibilisation sur l'arsenal juridique de protection des enfants au Bénin. Objectif, impliquer davantage les participants dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Abdou Sabi Idrissou pour les précisions. Cette communauté-là a décidé de protéger ces enfants-là. Comment protéger les enfants et surtout prévenir la délinquance juvénile? C'est toute la problématique de cet atelier d'échange.
Initié par le ministère de la Justice et de la Législation à travers le Centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Parakou, cette rencontre vise essentiellement à sensibiliser les participants sur l'arsenal juridique de protection des enfants au Bénin. Cette rencontre d'échange est initiée pour élucider une fois encore les questions des bonnes pratiques en matière de traitement d'enfants et de la meilleure compréhension du Code de l'enfant en République du Bénin. Ce code renferme des mesures visant à protéger des enfants vivant dans des conditions susceptibles de mettre en péril leur vie, leur santé, leur éducation, leur sécurité, bref, tout ce qui touche leur intégrité physique et morale. Cette couche vulnérable subit donc des traitements inhumains, dégradants, cruels, et ce malgré l'existence d'un cadre juridique au Bénin. Les mineurs sont également victimes de la maltraitance et de la violence sous toutes ses formes, de la privation de l'environnement familial, des abus et violences en tout genre, qu'elles soient le fait des membres de la famille, d'autorités ou au sein d'institutions. Les différentes thématiques que nous aurons à développer sont d'une importance capitale au regard des problèmes que rencontre la gente juvénile dans ses errements qui la plupart du temps sont liés en grande majorité aux erreurs, aux fautes et aux actes d'irresponsabilité de certains adultes que nous sommes. Au cours de cette séance de sensibilisation, les textes du Code de l'enfant en République du Bénin ont été vulgarisés. Les participants, tout en saluant l'initiative, prennent l'engagement de jouer leur partition pour la défense des droits des enfants. Cette sensibilisation est la bienvenue par nous, les élus locaux, pour que nous soyons imprégnés de ce qu'il faut faire désormais pour protéger nos enfants. Après les élus locaux et communaux de Djougou, ce serait le tour des élèves d'être entretenus sur les textes et lois qui protègent l'enfant au Bénin. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés apporte son assistance aux élèves réfugiés vivant au Bénin pour faire efficacement face à la lutte contre la pandémie à Covid-19. L'organisme international leur a fait don de matériel sanitaire accompagné d'enveloppes financières. Reportage. Le geste symbolise ici l'élan de veille de la communauté internationale et de l'État béninois envers les réfugiés vivant au Bénin. L'organisme international, en partenariat avec la Commission nationale chargée des réfugiés, fait don ici aux élèves réfugiés d'une vingtaine de lycées et collèges du pays des matériels de protection contre la pandémie de Covid-19. Je suis très contente de ces dons. Face à cette maladie qui a frappé, le HCR nous a pensé à nous, les élèves réfugiés. Reconnaissance témoignée pour un emballage composé entre autres de masques réutilisables, de savon liquide, de gel hydroalcoolique, de dispositifs de lavage de mains, le tout accompagné d'enveloppes financières destinées aux familles vulnérables des réfugiés. Cette assistance du HCR démontre l'intérêt que porte cette institution pour le bien-être de la population béninoise en général et des réfugiés vivant au Bénin en particulier. Des réfugiés qui au Bénin vivent au sein de la population, contrairement à bon nombre de pays où ils sont logés dans des camps. Plus loin, ils jouissent au Bénin d'un statut particulier. Je remercie vivement les représentants des établissements ici présents qui ont bien voulu accueillir tous les réfugiés, nos enfants, dans les établissements en leur donnant une bonne éducation, en particulier les filles à une éducation gratuite, et ainsi que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vraiment vous garde longtemps pour ce que vous faites pour les réfugiés. Des élèves réfugiés formés sur place dans les établissements scolaires comme des nationaux. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est la survie dans ce contexte sanitaire avec son lot de psychose. Chers élèves, je voudrais vous rappeler que le Covid-19 ne fait pas de distinction entre élèves réfugiés et élèves béninois. Je vous demande par conséquent de vous unir pour barrer la route à cet ennemi commun qui veut hypothéquer votre avenir.
Vous devez dire non au Covid en faisant un bon usage des matériels et appuis financiers qui vous sont offerts pour vous permettre d'observer strictement les gestes barrières. Des gestes barrières dont les ingrédients sont désormais à leur portée. Cette assistance a coûté au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés près de 23 millions de francs CFA. 35 familles d'élèves réfugiés recevront chacune une enveloppe financière de 150 000 francs CFA. Dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance en sécurité routière en Guinée-Bissau, le Centre national de sécurité routière a été identifié pour renforcer les capacités de certains cadres. Les autres ont bénéficié de 12 jours de formation théorique et pratique, à l'issue desquels ils sont repartis satisfaits. Des responsables de la sécurité routière de la Guinée-Bissau à l'école du Centre national de sécurité routière au Bénin. Les hôtes du CNSR sont venus au Bénin pour apprendre de son expérience en sécurité routière sur recommandation des experts de la Banque mondiale au regard des progrès constatés ces dernières années. Cette visite guidée dans les différents services du CNSR vient clôturer 10 jours de formation théorique et pratique. Et nous avions travaillé ensemble à leur faire connaître le système de sécurité routière, les particularités que nous avions au Bénin. Et on a réussi à leur faire comprendre que pour régler les questions de mobilité urbaine, le gouvernement a lancé un vaste programme d'asphaltage, et ce qui a fait que dans les avis de conformité des techniciens du CNSR, on a touché un certain nombre de points. Et nous avions travaillé à leur expliquer que pour élever le niveau de sécurité de cette infrastructure, le CNSR est impliqué. On leur a recommandé que dans leur pays, ça puisse être la même chose. On leur a montré également que, compte tenu des particularités que nous avions en termes de transport avec les motos et les tricycles, nous avions remarqué que les tricycles sont impliqués dans beaucoup de cas d'accidents. C'est pour cela que, au-delà du contrôle technique automobile, le Bénin a pris des dispositions pour que, désormais, le contrôle technique des tricycles soit une réalité. Leur pays étant un peu comme notre pays, parce que c'est des pays africains, le transport par 2 roues et 3 roues est devenu une chose vraiment importante. Et vous allez voir, à partir de 2021, on va régler un peu et réduire les dégâts que nous avions. Les hôtes bissau-guinéens sont satisfaits des connaissances acquises au Bénin. Nous sommes vraiment contents parce que c'est qu'on a constaté au terrain, c'est pour cela que nous sommes venus ici. C'est de voir comment les choses se passent ici. Ça là, nous sommes satisfaits à ce point. Il y en a eu d'entretiens, de formation quand même pour les experts, différents experts. Et après ça, on va recueillir les documents. Tout ça, ça va nous servir beaucoup pour qu'on puisse créer notre autorité. Toujours dans le cadre de cette sollicitation de la Banque mondiale, le CNSR a précédemment reçu les responsables de la sécurité routière du Niger et du Tchad, venus également apprendre du Bénin. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain pour un autre numéro. Voilà, demain nous serons vendredi et ce sera un plaisir de vous recevoir en plateau Ingrid Day pour les informations en images sur Canal 3 et Actu Matin. L'autre rendez-vous avec la rédaction, c'est tout à l'heure quand il sonnera 13h avec Clément Achadé à la présentation. Restez avec nous. Sur Actu Matin, le forum de discussion à recevoir en plateau André Dossa, Herman Anyamboussou, Kimi Oussini et Wahab Alikwara. Des sujets à aborder. On reviendra donc sur la fixation par le Conseil des ministres de la date de la tenue du premier tour du scrutin présidentiel. C'est prévu donc pour le 11 avril 2021. Quelles sont les implications de cette élection à venir? Réponse avec les débatteurs en plateau. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission.
Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. SIST LBM Location de voitures. Contact 60 60 60 63. Grande marque. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Dans une petite minute, 7h40, juste après le forum de discussion, le premier invité à recevoir nous vient de la commune de Koulikama. C'est bien sûr la première autorité de cette commune, le maire Dieudonné Kofi Gbedjika. On reviendra donc sur la tournée du chef de l'État, cette tournée qu'il a emmenée à Koulikama. Qu'a-t-il dit, le chef de l'État? Quelles sont ses promesses? Eh bien, on reviendra sur tout cela et puis après on parlera du développement du e-commerce, comment créer et gérer un business en ligne avec Afis Bileoma, directeur des projets de dématérialisation à l'ACI, et puis les violences faites aux femmes, les voies judiciaires qui s'offrent aux femmes et aux hommes également. Maître Claire Lise Henry, avocate au barreau du Bénin, l'invité de Herman Parfait à Niamboussou. Herman qui est déjà en plateau pour le débat de ce matin. Herman, bonjour. Bonjour Christian Daléja. Bonjour à vous Akime Ousseni. Bonjour Christian. Wakhabali Para, André Dossa, bonjour. Bonjour Christian. Voilà, on va revenir sur les grandes décisions prises en Conseil des ministres hier, notamment une seule décision qui nous intéresse ce matin, le gouvernement qui a adopté le décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. Eh bien, le peuple électeur, les partis politiques, les candidats et toutes les institutions ayant en charge l'organisation des élections attendaient cela depuis un bon moment. Maintenant, c'est fait. Dimanche 11 avril 2021 se tiendra le premier tour de la présidentielle. On le savait, hein, nous référons donc aux dispositions de la Constitution révisée du 31 octobre 2019 en son article 153-3 et la Sénat autorisé à enclencher désormais le processus. Le jeu électoral est-il ainsi lancé? Question que nous posons à nos débatteurs ce matin. Herman Niamboussou. Oui, on peut dire d'emblée que le jeu électoral est lancé dès lors que le corps électoral est convoqué. On sait désormais, et c'est vrai que les journaux par le passé ont un peu déjà annoncé les couleurs, tenant compte des dispositions du code électoral qui disent que le premier tour de l'élection présidentielle a lieu le deuxième dimanche du mois d'avril de l'année. Et qui sait que pour le deuxième avril du mois de l'année, on sait que c'est le 11 avril. Et donc on avait déjà subité là-dessus longuement. Maintenant que le chef de l'État, que le corps électoral est convoqué, un décret a été pris à cet effet, je pense que ça lance le processus. La Sénat
le COSLEPI sait déjà à quelle date il doit remettre la liste finalisée. Les autres acteurs qui interviennent, les ministères concernés par ces différentes activités concernant l'élection présidentielle, sont désormais informés et savent que le compte à rebours vient d'être lancé. Oui, un avantage à savoir déjà à l'avance à quelle date se tiendront nos élections. Wahab Para. Oui, c'est toujours un avantage dans les pays où la démocratie n'est pas totalement ancrée, où un président en exercice, on ne sait pas s'il veut partir, est-ce qu'il veut ouvrir le jeu et autres. On s'interroge sur la nouvelle date des élections. Donc c'est déjà heureux que dans la suspendu à celui près merci. Donc c'est déjà heureux qu'à quelques 5 mois ou peut-être même moins, on soit officiellement fixé, parce que moi je parle d'officiellement, au-delà donc des dispositions du code électoral et autres. Il y a un décret qui a été pris hier en conseil des ministres et qui fixe donc les modalités d'élaboration de ce calendrier. Qu'on sait que désormais, le 11 avril 2021, n'est-ce pas, le corps électoral est convoqué pour désigner un nouveau président. Donc, il y a les structures en charge de l'organisation de cette élection qui savent désormais qu'elles doivent se remettre au travail. Il y a les partis politiques qui savent désormais que le jeu est officiellement lancé et qu'il faut se mettre au travail. Il y a également un appel qui est d'une manière ou d'une autre lancé à l'endroit des potentiels candidats à la présidentielle de 2021 qu'ils sachent que, bon, le silence gardé pendant longtemps leur est venu de se réveiller, annoncer la candidature, préparer en bonne et due forme un projet de société avec lequel on peut convaincre les populations et compétir comme cela se doit. Alors, André Dossa, est-ce que vous êtes interrogé sur le contenu de cette décision du Conseil des ministres qui n'a fait que cas du premier tour du scrutin présidentiel? Vous savez que nous sommes déjà en plein processus électoral depuis quelques mois. La population a été invitée récemment par le COSLEPI, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, à participer, à aller vérifier leurs données pour celles qui sont concernées, bien évidemment, pour les citoyens concernés, bien évidemment. D'emblée, ça nous plonge dans la fièvre électorale, la fièvre des consultations électorales. Le décret pris en Conseil des ministres, ce n'est qu'une formalité, nous savions déjà tous, ne serait-ce que sur la base du code électoral, dans cette nouvelle disposition que nous votons en avril prochain pour le compte du premier tour de la présidentielle 2021. Et donc le second tour devrait donc découler de l'issue du premier. Le gouvernement ne convoque pas le corps électoral pour le second tour de l'élection, n'est-ce pas? Depuis un moment, peut-être nous a habitués, en fait son gouvernement nous a habitués à convoquer le corps électoral assez tôt. Pour ça, le mérite de préparer les uns et les autres, n'est-ce pas, de mobiliser l'ensemble de la communauté nationale, les candidats désireux donc de participer à cette élection, ainsi de suite. Et je crois que c'est dans la même veine que cette formalité vient d'être accomplie par le gouvernement en convoquant donc le corps électoral. Sinon, en fait, nous sommes déjà dans le processus électoral depuis un moment. La Sénat, qui a déjà fait plusieurs rencontres avec les partis politiques, qui donc se met en branle, en tout cas elle est à pied d'œuvre pour l'organisation de ce scrutin. Le COSLEPI s'apprête à remettre la liste électorale à la Sénat conformément aux dispositions du code électoral 60 jours avant le scrutin. Voilà. Officiellement, elle est donc investie de plein droit dans ses fonctions à travers ce décret qui a été pris en Conseil des ministres. Je vais parler de la Sénat. Pas seulement la Sénat, et toutes les institutions qui sont appelées à être, je dirais, sur la droite ligne de la présidentielle prochaine. Il y a la Sénat, bien entendu, il y a la haute autorité qui doit réguler, je dirais, qui doit définir la période, ou plutôt qui changera avec les professionnels des médias sur la période de pré-campagne, campagne, tout ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on aura droit à une campagne exclusivement médiatique? Eh bien, la question reste tout entière. Toujours que le débat doit commencer par se faire, parce qu'il faut déjà commencer par anticiper pour qu'on n'ait pas à avoir encore des rencontres avec les patrons de presse comme ça a été le cas.
à l'occasion des municipales dernières. De toutes les façons, toutes les institutions donc appelées à se retrouver sur le processus électoral, toutes ces institutions sont donc désormais informées. Je parie que d'ici quelques jours, eh bien, la Sénat va donc dérouler son calendrier, son agenda de travail, et c'est clair que, eh bien, chacun qui se trouve, c'est que le 11 avril prochain, 2021, eh bien, les électeurs béninois sont appelés à aller faire valoir leur droit de vote dans les urnes, histoire de désigner qui c'est qui va être, je dirais, le prochain président de la République pour les 5 prochaines années. Donc, je crois que c'est déjà intéressant. C'est une formalité. De toute façon, il n'y a que d'une manière ou d'une autre, on nous a habitués à ça. Et donc, du coup, eh bien, autant que nous sommes aujourd'hui, comme nous le faisons d'ailleurs à échanger à propos, chacun sait que, bon, quand on vient aller aux élections, le 11 avril, c'est la date donc retenue, et qu'il faut, comme l'a dit l'autre, qui veut aller loin, sa monture. Alors, la convocation du corps électoral André Dossa va-t-il maintenant véritablement réveiller les partis politiques et plus loin les potentiels candidats à cette élection présidentielle? Non, mais écoutez, les partis politiques et les candidats potentiels, si vous voulez, qui veulent aller à cette consultation électorale n'ont pas besoin vraiment de la convocation électorale pour se réveiller. Sauf s'il s'agit de plaisantins qui veulent donc amuser la galerie. Tout candidat sérieux qui veut aller à cette... On sait qu'en 2021, nous votons. Nous allons aux élections pour changer de président de la République ou reconduire celui qui est là s'il tel en était donc son désir, en tout cas s'il voulait être candidat. Donc ils n'ont pas dû attendre la convocation du corps électoral. C'est une formalité, tout simplement, qui vient d'être faite. Et puisque ça a commencé, regardez, il y en a qui font des dialogues itinérants, il y en a qui font des consultations, n'est-ce pas, pour le moment dans toute discrétion. Il y a des partis politiques qui mettent en place des commissions pour réfléchir sur des critères de désignation des candidats. Il y en a qui ont déjà désigné leurs candidats, ainsi de suite. Je pense que nous sommes là, ces éléments nous font vivre déjà la fièvre électorale. C'est vrai que ça nous sort un peu de ce à quoi on a été habitué, à savoir des campagnes électorales précoces, des meetings et des réunions politiques. Cela a à voir avec le contexte que nous vivons, à savoir le contexte de la Covid. Et je voudrais espérer que ce que Hakimi vient de dire ne soit pas entendu par certaines oreilles. Campagne médiatique, moi je ne le souhaite pas. Ça dit que cette épreuve-là, moi je souhaite que pas si bien dit, campagne exclusivement médiatique. Cette épreuve, franchement, c'est pas une bonne chose. Non, puisqu'il a été dit que ce qui vient, la présidentielle a pu l'imposer, mais je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons traversé les vagues de la Covid et je crois qu'il y a quelque chose de possible aujourd'hui, plus ou moins, pour que cette élection soit une fête. Mais il l'a dit dans sa tournée, le chef de l'État. Pour que ce soit une fête, ce n'est pas en nous faisant faire ce qui a été fait pendant les municipales là, que ça va être une fête. Ou une campagne médiatique, on dit... Enfin, je ne sais pas... on parle justement des implications de cette élection. En sorte que ça soit une élection, une fête électorale. Mais Hakimi ne répétait plus cette idée pour inspirer certaines personnes. Je crois que André fait bien de dire, et je crois l'expérience des élections communales et municipales où en raison donc du coronavirus, on a limité la campagne qualifiée donc d'exclusivement médiatique. On a vu les résultats. Donc s'il faut tirer leçon de ces réalités de 2020, on peut se dire que ce fut une erreur. Néanmoins, le coronavirus vient comme une raison. À l'heure actuelle, nous avons dépassé les périodes les plus critiques du coronavirus. Attention, ça ne veut pas dire que le coronavirus est complètement derrière nous. Gestes barrières, respectons-les et autres. Mais vraiment, faut pas que cette idée de campagne exclusivement médiatique puisse traverser. Le message ne s'adresse pas forcément. Justement, en l'évoquant, ça va inspiré à ceux qui sont bien positionnés pour prendre des décision qualifiée de campagne exclusivement médiatique. Avec des formations des autres. C'est de souhaiter que cette idée ne puisse pas traverser leur esprit. Alors, maintenant, je vais revenir très rapidement à la question que vous avez adressée à André premièrement, à savoir que si le réveil des partis politiques. Je pense qu'ils ne dorment pas pour autant. Peut-être qu'il y a un silence, c'est-à-dire ils ne sont pas agités comme on a eu l'expérience par le passé, mais je crois que désormais, les partis politiques
politiques ne vont pas attendre la fin des élections avant de venir se prononcer. C'est le moment ou jamais de commencer par se prononcer. Et plus vite, comme l'a conclu Akimé tout à l'heure dans ses propos, plus vous allez loin, plus très tôt vous vous levez et vous ménagez votre monture. Mais si vous êtes là à menacer votre monture plutôt que de ménager, ça pose un véritable problème. Oui, je pense que le décret qui convoque le code électoral, à mon avis, c'est vrai que c'est une formalité, mais c'est un acte pour moi très important. C'est capital parce que ça permet, ça demande désormais à la Sénat de se lancer à fond dans le processus et ça permet au ministre des Finances ou à différents ministres de l'Intérieur, de savoir que désormais le turbo est lancé et qu'il faille mettre à disposition de la Sénat tous les éléments qu'il faut pour que le processus s'aboutisse. Ils ont été instruits par le Conseil justement parce qu'on a déjà assisté à des veilles d'élections dans ce pays où on a dû faire appel à des partenaires techniques pour nous aider à financer ces élections et tout. Ça veut dire que il y a des implications quand le décret a été pris, c'est que désormais, ça veut dire qu'il y a des sous qui sont là et que la Sénat, une fois qu'elle aura établi son budget, le ministère des Finances pourra le mettre à disposition les moyens. On a constaté qu'il n'y a pas eu de quoi qu'un pour les différentes élections qui sont passées depuis 2020. Et donc pour moi, le décret est important. Ensuite, pour ce qui est du réveil des partis politiques, je pense qu'ils l'ont dit sur le plateau, les partis politiques ne donnent pas pour autant, mais ça permet désormais à tous ceux qui veulent être candidats, surtout qu'il y a la question du parrainage qui est là. La question du parrainage, vous avez lu Fraternité, où un des Jean-Baptiste Roulet qui dit que les élus ne parraineront pas des candidatures farfelues. Et donc les menus feuilletins des 0,000 et quelques pourcents, des gens qui savent. Donc ça veut dire que personne ne part à cette élection en se disant que j'aurai 0,000. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y aura un travail de fond qui sera fait. Et donc c'est vrai que moi, par exemple, si je dois parrainer quelqu'un, c'est vrai que je n'ai pas ce pouvoir-là. Je ne parrainerai pas peut-être en 2023. Sans doute, de toute façon, on va venir. Donc il faudra quand même savoir quel candidat on parraine pour quand même peser lourd dans la balance aussi. Oui, Akimé. Oui, vous allez réagir, André. Akimé. Non, Jean-Baptiste Hungué, il parle en tant que Jean-Baptiste Poimba. C'est-à-dire que nulle part ce n'est écrit qu'il y a un critère pour parrainer quelqu'un. De quel baromètre dispose-t-il pour mesurer le candidat qui vient avoir 0,02%? Non, mais alors pas du tout. C'est même pas de son ressort de donner ces consignes-là. Non, mais c'est un acteur politique qui donne son avis. Justement, je veux que ça reste un avis, mais que ça ne donne pas l'impression d'être, je dirais quoi, un élément important qui pèserait dans le choix éventuel d'un parrain à parrainer quelqu'un, mais alors non, pas du tout. Toujours est-il que la Sénat a déjà suffisamment élaboré à propos. Les députés savent de quoi ça retourne. Les potentiels candidats savent comment s'y prendre, bien entendu, pour avoir donc le parrainage. Et donc, du coup, je crois que c'est déjà suffisamment éloquent pour qu'on puisse savoir comment s'y prendre. De toutes les façons, l'évidence, c'est que le 11 avril prochain, on va aux élections. Ce qui est aussi évident, c'est que nous avons déjà plusieurs fois, nous l'avons remarqué sur le plateau ici, les potentiels candidats ou encore les formations politiques ne donnent pas, ça c'est une réalité. Mes prédécesseurs l'ont éloquemment fait constater. Donc le 11 avril, ce n'est que juste pour venir rappeler que, attention, en avril 7, on va aux élections, mais la date réellement retenue pour les élections, c'est le 11. Et donc du coup, la Sénat, ce qu'elle a fait, c'est de dire par rapport au 11, on définit le calendrier électoral. Voilà ce qui va être fait, et puis tout ce qui a, comme je dirais, disposition à mettre en branle sera mis en branle pour la tenue de ces élections. Donc toutes les institutions, la preuve, c'est que le décret fait état de ce que tous les ministres concernés par le processus électoral sont instruits, chacun en ce qui le concerne, pour faciliter donc, je dirais, la tenue de ces élections. Bref, nous allons simplement faire ça sur le terrain. Moi, je ne sais pas si celui que vous évoquez dispose d'une boule de cristal pour déjà, à vue d'œil, savoir quel candidat est Manu Fretin et le cas ne l'est pas. Et il me semble qu'il n'est même pas parrain, M. Jean-Baptiste Hungué. C'est les partis politiques qui vont sans doute orienter le parrain pour accompagner quel candidat ils veulent. C'est à l'issue du vote qu'on sait quel candidat est Manu Fretin ou lequel ne l'est pas. Donc je pense que ce n'est pas très important tout ça. Par contre, lorsque je parle de formalité, en fait, ce n'est pas, s'agissant donc de la prise du décret portant convocation du code électoral, ce n'est pas pour en minimiser l'importance, la pertinence, pas de la portée, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, je note que le code électoral, aujourd'hui, il y a des dispositions qui sont introduites aujourd'hui dans le code électoral qui tendent à faire de notre pays désormais, en tout cas un pays où l'organisation d'élections ne doit plus être source de stress. Nous savons que chaque 5 ans désormais, en avril, c'est quoi, c'est le premier ou deuxième dimanche, nous allons désigner le président de la République.
Il est arrivé dans ce pays d'un moment où nous avons dû attendre, subir vraiment des périodes de stress pour que celui qui est là prenne le décret de convocation du corps électoral. C'est arrivé ici dans ce pays. Désormais, on sait que c'est fini. Au moins pour ce qui concerne la présidentielle, nous allons aux urnes en avril. C'est comme les Américains qui savent qu'ils vont voter en novembre. Le premier mardi. Ouais, c'est ce que moi je note et c'est très important. C'est vrai, il faut bien le décret pour que le gouvernement puisse sortir la ressource publique et financer la Sénat qui doit organiser cette élection. D'ailleurs, bientôt, à la fin du processus d'actualisation du fichier électoral national, c'est-à-dire le COS, l'EPI est en fin de vie. Cette institution, cet organe-là est en fin de vie. La l'EPI elle-même va disparaître après la présidentielle et la loi a déjà prévu ce qu'il faut mettre en place pour remplacer cela. Il faut bien que les réformes qui sont faites au niveau de l'état civil, le RAVIP, un certain nombre d'instruments aujourd'hui dont nous disposons puissent servir et que nous puissions aller aux élections sans chaque fois refabriquer une liste électorale, chaque 10 ans faire une liste électorale. Donc en fait c'est ce que je souligne. Pour parler de formalité, c'est qu'aujourd'hui, sur ce terrain-là, le chantier est suffisamment balisé et voilà. Oui, on va changer de sujet. Oui, il y a juste une compréhension dans le décret qui a été pris et vous avez fait la question, André, je ne sais pas si vous avez répondu suffisamment. Pourquoi est-ce qu'on convoque seulement le premier tour alors qu'on aurait pu nous dire, nous faire savoir en même temps, pas sur le même décret, que le second tour, aura lieu à telle date. La loi après lui, c'est le deuxième dimanche au mois de mai. 2 semaines après. Oui, mais la précision était nécessaire. Comme on dit, deuxième dimanche de tel, et donc telle date, il y aura le second tour de l'élection. Peut-être que ça viendra après le premier tour. On ne sait pas. Alors, Akimé Oussili, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur cette annonce de recrutement de 600 jeunes dans l'administration douanière. Apparemment, c'est une fausse alerte et il y a ce communiqué radiodiffusé de la douane béninoise qui dément donc cette information. Apparemment, les arnaqueurs sont de retour. Non, ce n'est pas apparemment. C'est que, eh bien, ce communiqué ou ce qui a été entendu, c'est faux. Il n'y a pas un concours de recrutement de 600 douaniers. Non, c'est pas. Mais alors pas du tout. C'est vrai que la formule est devenue aujourd'hui beaucoup plus forte. Vous remarquerez que pour peu qu'on a constaté que le ministère du Travail, pour dire les choses comme ça, puisque c'est lui qui est souvent au devant de l'actualité en ce qui concerne le lancement et les communiqués signés portant recrutement et consorts, on a remarqué que ces dernières années, c'est allé un peu plus. Un peu plus vite. On en a eu suffisamment. Les policiers, ainsi de suite, et tout ce qui est autour. Et donc, bien entendu, les farfelus dont vous parlez ont eu l'ingénieuse idée de vouloir partir encore nos chers frères parce que, d'une manière ou d'une autre, on sait qu'on en a suffisamment qui sont à la maison, qui sont en train de se chercher. Donc, qui n'attendent juste qu'on dise qu'il y a une possibilité d'un concours. Et puis, rapidement, ils vont déposer les dossiers. On leur récupère les 5, les 10 000 consorts. Et puis, bon, paf, après, se rend compte que, c'était de l'arnaque. Non. La direction de douane béninoise a bien fait de rapidement monter au créneau pour démentir cette information-là, histoire d'éviter qu'elle serve, donc je dirais, d'éléments d'arnaque pour ces messieurs-là. Donc je crois que c'est intéressant que Inoussa veille au grain et que ça nous évite alors d'avoir des communiqués de gens en circulation pour peu qu'ils jettent de discrédit sur la corporation d'un nom. Je crois que la réaction, elle est intéressante, elle est opportune. Et au-delà, c'est qu'il va falloir que les populations, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui sont à la quête d'emploi, puissent être vraiment vigilants quant à l'authenticité de ces différents concours de recrutement que nous lisons ça et là au niveau des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont pris d'assaut par ces arnaques-là. Et donc, je crois que dans la quête de l'emploi, tu vois, Madon n'arrive plus à se stabiliser pour voir véritablement si c'est vrai ce qu'on les communiqué. Bon, on se jette bon, voilà, lorsque vous êtes gagné par le désespoir, n'est-ce pas, c'est très facile de vous avoir. Et sur les réseaux sociaux, on voit la capacité de nuisance des arnaqueurs qui prennent ce canal pour très vite jouer sur le mental et la faiblesse d'esprit de bien de jeunes en quête du bien-être, donc en quête d'un emploi. Et la direction générale des douanes et droits indirects fait bien de se réveiller très tôt et pondre un communiqué pour formellement démentir les précédents communiqués
communiqué qu'on a croisé sur les réseaux sociaux qui invite en tout cas les populations, les jeunes notamment, à participer à un recrutement de 600. C'est quand même énorme pour la douane. Oui, justement, c'est quand on annonce les chiffres comme ça que les gens se disent que bon, les chances sont nombreuses et il y a facilité de dire je peux t'aider à faire ci et à faire ça. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a travaillé à ce que bien de nos directions et offices d'État puissent avoir leur site internet, bien qu'il y a possibilité aussi à ces arnaqueurs de pirater ces sites. Je crois qu'à défaut, pour s'assurer, si on va sur les sites officiels de ces directions et qu'on n'a pas les informations, il y a possibilité de faire les démarches au niveau de la direction elle-même pour avoir les informations, s'assurer que les communiqués qu'on voit sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, sont vérifiés ou non. Cependant, il faut également associer, dois-je dire, les médias conventionnels. C'est souvent ce qui manque et qu'on arrive très vite à baiser les populations, les honnêtes citoyens sur les réseaux sociaux. Je crois que quand on passe par une télévision ou une radio conventionnelle qui passe le communiqué, c'est plus ou moins certifié. Ce qui veut dire que quand il y a contestation, on peut facilement, n'est-ce pas, prendre cet organe de presse et lui faire répondre devant la justice. Mais quand c'est sur les réseaux sociaux, monsieur et madame n'importe qui peut publier des textes sur les réseaux sociaux et ça trouble vite la quiétude des honnêtes gens. Vous étiez en temps intéressé par ce concours, André? Non, par contre, je veux dire à Wahab, c'est bien de défendre les médias traditionnels, mais il ne faut pas non plus suggérer de ne pas utiliser les réseaux sociaux pour informer la population. Non, je ne dis pas d'associer. Voilà. Par contre, ce que les gens doivent retenir, c'est qu'aujourd'hui, aucune direction ne fait, en tout cas des services publics, au niveau de la publique, ne fait de recrutement directement. C'est le ministère du Travail qui recrute pour l'État. C'est-à-dire, comme il s'agit de la douane, c'est le ministère des Finances qui exprime le besoin et le gouvernement décide d'organiser le concours de recrutement qu'on confie au ministère du Travail. Il faut que les gens retiennent ça, c'est très important. Maintenant, si la douane en est arrivée donc à sortir ce communiqué, c'est parce que c'est la douane qui a été citée par les anarcheurs, ceux qui ont publié cette fausse information-là. C'est pourquoi la douane doit monter au créneau rapidement pour démentir, pour rassurer les uns les autres. Et nous, vous avez besoin du job, vous cherchez de l'emploi, et vous allez remettre les mêmes ressources que vous avez dans les mains d'anarcheurs. Il faut que les gens aussi soient vigilants. C'est très important. L'État ne recrute pas les agences ou les structures sous tutelle des ministères. C'est le ministère de la Fonction publique qui recrutent conformément aux tests en vigueur. Voilà, il faut que les gens retiennent ça. Oui, vous comprenez que quand il s'agit de la douane, ça aiguise des appétits, parce que quelle famille ne veut pas avoir tout au moins un douanier? C'est vrai que quoi qu'on dise, toute famille rêve d'avoir un douanier associé. Donc c'est vrai que... Ah mais d'accord. Et donc 600 douaniers quand même, je ne sais pas si l'effectif de la douane actuellement fait plus que ça. Donc je peux poser des questions. Et donc, non, c'est déjà heureux que le DG Douane puisse se communiquer là, avec des numéros de téléphone par lesquels on peut se renseigner de tout ce qui se passe à la douane. C'est bien qu'il ait pris le taureau par les cornes, sinon, vous imaginez, quand on dit 600 jeunes à recruter, c'est peut-être 12 000 dossiers qui seront déposés. Les gens ont le temps de s'en mettre plein les poches, et puis après on constate les dégâts. C'est déjà bien que le communiqué soit... C'est le dernier pan du communiqué qui, moi, ne me rassure pas trop. Quand il dit, pour finir, j'invite ces individus mal intentionnés à mettre immédiatement fin à ces pratiques punies par la loi et les rassure que des dispositions seront prises pour mettre hors d'état de nuire. Non, les dispositions doivent être déjà prises pour mettre hors d'état de nuire ces individus. Ce que je sais, c'est que ces gens d'initiatives malsaines sont suivis de très près par un certain Togbono, qui en est suffisamment très friand. Il y a l'OCRC également. Très friand. Oui, l'OCRC qui est un des moyens qu'utilise justement le procureur spécial pour décourager ces pratiques-là. Voilà. Alors, Hakimi, très rapidement, on va faire le tour de table. Diego Maradona, il n'est plus. Il est parti à 60 ans pile. C'est-à-dire que Diego Maradona est tellement... Quand vous jetez un coup d'œil, j'ai fait cet exercice ce matin, même tout à l'heure, sur les statuts. Même ceux qui n'ont jamais touché au citron ont Diego Maradona en statut. J'ai un ami qui m'a fait marrer ce matin. Toucher au citron, comment jouer au citron? C'est ça que je dis, jouer au citron. J'ai un ami qui m'a fait marrer ce matin qui disait qu'il a demandé
à son interlocuteur qui a mis Diego Maradona en statue, est-ce que tu le connais? Il dit oui, que c'est le plus grand musicien. Il n'est pas sérieux. Voilà, c'est comme pour dire que vous voyez l'envergure que cette légende a prise. Nous qui en parlons, pas parce qu'on l'a vraiment connu tout jeune, mais alors pas du tout, mais il y a qu'à un moment donné, eh bien, on a découvert un monsieur qui a fait l'unanimité sur le plan international. Diego Armando Maradona, à 5 ans, on a entendu parler de lui. Nous avons eu la chance de suivre les Coupes du Monde dans lesquelles il a vraiment presté. Nous avons eu la chance d'avoir des archives qui ont parlé de lui, c'est-à-dire ses performances au niveau donc des différents clubs où il est passé. Diego Maradona, c'est un monsieur qui jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'après sa mort, bien entendu, on ne cessera jamais de parler de lui. C'est un certain Michel Platini qui disait que ce que Zinedine Zidane a fait avec le ballon, Diego Maradona l'a déjà fait avec l'orange, comme pour dire que c'est un monsieur complètement atypique. Il a mélangé tout, il nous a fait découvrir toutes les facettes ondoyantes de l'être humain que nous sommes. C'est le monsieur qui a brillé sur les aires de jeu au cours desquels il a fait l'unanimité. À lui seul, il a fait gagner la Coupe du Monde à l'Argentine en 86. La main de Dieu, tout le monde en parle avec exactement Diego Armando Maradona. C'est le gamin que toute l'Argentine adulte jusqu'à présent. C'est ça, c'est une réalité. C'est le monsieur à lui seul capable de prendre le ballon depuis le centre. Vous n'avez pas tout dit, on va donner la parole dans les filets. Aux autres. Et donc, en gros, c'est le monsieur qui, après avoir fait l'unanimité, a aussi accepté de nous faire constater que l'être humain est ondoyant. C'est-à-dire qu'il a fait la drogue, il a fait l'alcool, il a fait les femmes, il a fait pratiquement tout. Bref, c'est une légende, quoi. Oui. Oui, Diego Maradona, c'est une légende un peu de mots qui a marqué son temps, qui a marqué l'histoire du football, maintenant qui a également marqué le monde des femmes, n'est-ce pas? Chemin faisant, on a vu qu'au-delà de ce que Hakimi vient de décrire, sa capacité à prendre le ballon, n'est-ce pas, du centre et d'aller marquer, sa capacité à faire soulever les coupes pour l'Argentine, qui est son pays d'origine et autres, il y a également des tests qu'on a apportés par la suite qui prouvent que d'une manière ou d'une autre, Diego Maradona a pondu des enfants un peu partout, que Diego Maradona c'était la drogue, qu'on pouvait prendre la photo de Diego Maradona et coller dans un dictionnaire à côté du mot drogue. C'est dire combien, n'est-ce pas, c'est un personnage plutôt singulier qui, à travers sa notoriété qui a fait le tour de la planète, a démontré combien l'homme est à la fois angélique et qu'on ne va pas manquer de trouver à travers l'humain, n'est-ce pas, des débris de malsainteté. Alors, une grosse perte pour la planète football? Oui, absolument une perte pour la planète football avec tout ce qu'il y a. Mais bon, c'est vrai que l'homme, ces derniers jours, a montré cette autre face qui m'a rappelé tantôt. Mais quand on parle de 86, 22 juin 86, c'est l'année où à Cotonou, dans les quartiers, il n'y avait que les télévisions blanc-noir. Et il y avait pour la plupart des batteries qu'on utilisait pour suivre les matchs dans la période. Donc c'est vrai que nous on était tout jeunes, mais on a vu Maradona briller sur le terrain. C'est vrai qu'après les archives, comme l'a rappelé tantôt Hakimi, les archives étaient là pour nous montrer effectivement les vraies couleurs de l'homme. Diego Maradona, c'est une perte pour le monde du football. Et bon, on va le pleurer. Il se passe actuellement en Argentine, je crois, une cérémonie de recueillement à la présidence nous attendit. Donc je pense que c'est les Argentins aussi le pleurent sérieusement là-bas. Oui, André Doussa, est-ce qu'on pourrait s'attendre à cette mort de Diego Maradona, même si on peut rappeler aux téléspectateurs que plusieurs fois il a séjourné dans les hôpitaux? Non, mais il est sorti il y a quelques jours seulement d'une opération, encore qu'on lui a dû lui enlever une tumeur au cerveau, il me semble. Il était en pleine convalescence chez l'une de ses filles. Alors, vous savez, Maradona, c'est à la fois le génie et les comptes valeurs. Vous voyez, moi, l'image de Maradona qui me reste toujours malgré tout ce qu'on sait de lui, on voit et on vit de lui. C'est 2014, cette confrontation face au Nigeria où... 1994. Oui, 1994, j'ai dit quoi? 2014. Non, j'ai dit 1994, s'il vous plaît. Coupe du monde aux USA, où il a fumé de la drogue au cours de ce match, et il ne le cache pas. Et il montre le signe qu'il a pris de la drogue, puis après il a été contrôlé effectivement positif. Oui. Ouais. Malgré ça, malgré le choc que nous, Africains, nous avions subi avec les approximations de l'arbitrage, etc., on n'a pas pu le détester. C'est ça, Maradona. C'est-à-dire quoi? Il cumule un certain nombre de vices, des caprices, des frasques, mais on n'arrive pas à le détester, on n'arrive pas à lui en tenir rigueur, parce que c'est un génie.
C'est le dieu du football. Aujourd'hui, il est consacré le meilleur joueur de tous les temps. Et ce n'est pas abusé, c'est tout à fait normal, devant le roi Pelé, devant tous les autres. Je crois que c'est une grâce pour ces générations qui l'ont vu à l'œuvre. Et il faut conseiller aux jeunes d'aller chercher les CD, les vidéos de Maradona sur YouTube pour savoir qui c'est Maradona. Pas dans son aspect sombre, pas dans le côté sombre de sa vie, mais ce qu'il a apporté à l'humanité, la joie, les émotions qu'il a apporté à l'humanité. Vous voyez ? Il est allé jusqu'à marquer un but de la main. Mais c'est célébré ce but-là. Vous voyez, normalement, c'est pas normal que l'on célèbre le faux. Mais on le célèbre même pour ça également. Parce que la main de Dieu. Il a appelé la main de Dieu. J'ai une caricature que j'ai vue ce matin où au ciel, il a coupé la main et l'a rendue à Dieu. Tiens ta main, celle que tu m'as prêté en temps pour réjouir toute l'Argentine. Je crois que c'est une légende qui s'en va. Souhaitons que Dieu nous accorde davantage. Merci beaucoup. Et je partage avec vous ce petit mot. Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse, mais ne part pas parce que Diego est éternel. Je garde tous les bons moments vécus avec lui et j'en profite pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et à ses amis. C'est signé Lionel Messi. Merci à vous tous. Bonne journée. Mais il n'y a pas que Messi. Il n'y a pas que Messi qui a pas les invités. Ça ne veut rien dire. Qu'ils soient là. Les invités. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les Canal 3, la passion de l'image. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Ils sont si tu as mis. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs. Dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et parlez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Allez, ce jeudi, nous allons tout droit dans la commune de Koulikamé avec son maire en invité plateau, Dieudonné Kofi Bedjikan. Bonjour. Bonjour. Comment Koulikamé s'est-il réveillé aujourd'hui? Très bien, très bien. D'accord. Alors, le chef de l'État, Patrice Talon, était à Koulikamé, dans votre commune. Que vous a-t-il apporté comme message? Merci. Et je voudrais dire d'abord un sincère merci au chef de l'État pour cette tournée qu'il a organisée. Et il faut dire que la population de Koulikamé avait très soif donc, de voir le chef de l'État. Vous savez que depuis son accession au pouvoir, c'est rare de voir le chef de l'État donc, dans nos contrées. Donc c'était déjà une grande joie. Je voudrais dire d'abord merci pour ce déplacement. Et je peux vous dire que le chef de l'État est venu faire une reddition de comptes. Je pense qu'au départ, il était très incompris. Et aujourd'hui, sa sortie a permis à beaucoup de populations, à toute la population du Médé, et particulièrement à la population de Koulikamé, de comprendre véritablement ce qui se passe dans le pays et ce que nous avons à gagner donc, de ce chef d'État-là. Et il a fait le point de tout ce qui se fait dans le pays, et notamment les grands chantiers qui sont ouverts. Vous savez avec moi, vous avez tout vu, ce que vous savez
ce que vous savez, avec tout le monde et tout ce que le gouvernement a fait, à travers le bitumage de plusieurs voies, le projet d'asphaltage et la réorganisation de nos institutions. Et vous avez compris que cela a beaucoup porté. Et aujourd'hui, nous pouvons en être fiers. Et ça, c'est sur le plan national. De façon précise, après le Camé, quelles sont les réalisations du gouvernement actuel en ce qui concerne la mise en œuvre du PAG? Après le Camé, les réalisations du PAG ne sont pas encore très visibles. Mais nous pouvons noter que depuis que le président a pris fonction, il y avait des voies qui étaient lancées. Vous avez constaté aussi que beaucoup de voies ont été suspendues, beaucoup de projets ont été suspendus, mais que le Camé n'avait pas connu cette suspension. Et ce qui nous a permis d'avoir quelques routes bitumées, notamment la route à Djahomé, le Camé Toviclin, Dobo, et la bretelle le Camé Lalo, qui aujourd'hui nous permettent de circuler librement. Qu'est-ce que vous avez demandé concrètement à Patrice Talon? Aujourd'hui, ce que nous avons demandé à Patrice Talon, c'est de nous bitumer nos voies. Nous avons des problèmes. Vous avez dit que les voies sont bitumées. Je vous ai dit quelques voies. Quelques voies. Mais nous avons beaucoup de voies qui ne sont pas touchées. Aujourd'hui, nous lui avons dit, nous lui avons fait d'abord le point de toutes ces voies-là, pour lui dire de tout faire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les voies que j'ai citées tout à l'heure, vous avez constaté que c'est des voies qui ont de liaison avec d'autres communes. Oui. Donc ce qui fait que, et toutes ces communes sont des communes du Koufo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes déjà en train de nous réunir pour rassembler nos problèmes dans le Koufo. Aujourd'hui, nous avons la boucle du Koufo. Nous avons un grand programme que nous appelons la boucle du Koufo. Alors ces voies que je viens de citer tout à l'heure font partie de cette boucle-là. Et il y en a encore beaucoup qui ne sont pas prises en compte. En dehors de ça, il y a des voies internes de Koulkamé qui doivent être bitumées. Donc nous lui avons fait le point de toutes ces voies-là. Et je pense qu'il a accepté, il a tout pris en compte. Et je pense que dans les prochains jours... Donc on a besoin que de voies, que de routes. Sur les autres plans, la population s'épanouit bien, elle est heureuse. Pas du tout. Vous savez, l'emploi des jeunes, les jeunes, je suis jeune. Vous savez, la grande question aujourd'hui, quand les jeunes ont voulu que nous soyons là, c'est quand même pour améliorer aussi les conditions de vie des jeunes. Et je pense que je suis là aussi pour cette grande vision. Et je pense que nous allons œuvrer pour que les jeunes aient d'emploi. Et en dehors de ça, vous savez, nous avons des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau. Nous lui avons fait cas de tout ça. Et nous avons des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, nos commissariats manquent de personnel. Et vous savez, bientôt c'est les fêtes et c'est en ce moment que les hors-la-loi font leur loi. Donc il faudrait renforcer donc, la police et aussi la création de plusieurs autres unités de police dans les autres arrondissements qui n'en ont pas encore. Et nous avons aussi demandé qu'ils renforcent le plateau technique de nos hôpitaux afin que nos populations aient un service fiable de santé adéquat. Si Patrice Talon fait tout ça, le maire fait quoi finalement après le Camé? Vous avez route, vous avez tout ce que vous avez cité là. Si Patrice Talon, à travers son gouvernement, fait toutes ces réalisations, qu'est-ce que la mairie de Pleucamé fait finalement? Oui, la mairie de Pleucamé fait beaucoup d'autres choses. Vous savez, nous avons les refaufilages de voies que nous faisons. Il y a de petites voies que nous devons refaufiler, que nous devons mettre, puisque le gouvernement ne peut pas bitumer toutes les voies. En dehors de ça, la commune de Pleucamé est dans la dynamique de rendre la ville beaucoup plus attrayante. Donc, à cet effet, nous devons passer au lotissement donc, de notre commune. Et le processus avait était déjà enclenché. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans ce processus-là afin que nos villes soient loties et qui nous permettra donc d'avoir les partenaires techniques et financiers pour nous accompagner afin que nous ayons une ville vraiment belle. Et moi, à l'entame, avant même mon accession à ce poste de maire, j'avais dit que nous devons passer d'une communauté rurale
à une communauté urbaine. Justement, cet engagement, on le voit bien et on voit aussi les défis de la ville. Depuis que vous êtes justement à la tête de cette ville, qu'est-ce que vous avez déjà accompli? Quelles sont les actions que vous avez accomplies? Oui, et je peux vous dire que depuis le 8 juin, quand nous avons pris fonction, une semaine de cela, nous nous sommes automatiquement mis dans la mobilisation des ressources locales. Vous savez, sans les ressources, nous ne pouvons pas faire. Vous pouvez assurer les populations pas du tout. Vous savez, nous, la population même sait, et depuis même les classes, on nous a toujours enseigné qu'un bon citoyen doit payer ses impôts, ses taxes. Parce que c'est tout ça la collecte qui permet donc à l'État central, à la commune également, de pouvoir faire face à ses besoins. Donc, beaucoup n'ont pas compris ça et ne veulent pas payer les taxes. Donc, nous sommes allés, d'abord, passant par des communications, radio, et également, nous avons passé par les crières publiques, à travers les chefs de village, pour sensibiliser à nouveau nos populations, pour leur dire de payer ces taxes-là dans les marchés afin de nous permettre de répondre à leurs besoins. Donc, vous savez, aujourd'hui, l'électrification, qu'il faut parler des lampadaires dans l'éclairage, dans les zones publiques, vous savez, cela relève du ressort de la mairie. Donc, sans les ressources, nous ne pouvons pas grand chose. Voilà pourquoi nous sommes allés vers cette population pour leur dire, si vous avez besoin de tout ça, vous devez donc payer ces tâches-là. Et parlant d'électrification, il y a des projets que la mairie peut initier elle-même. Mais sans les moyens, nous ne pouvons pas. Nous avons des partenaires qui viennent et qui nous demandent de donner une partie donc, de ces ressources-là. Mais si nous n'avons pas les moyens, comment nous pourrons concrétiser dans tout cela? Donc voilà autant de difficultés qui font qu'aujourd'hui, sans les moyens, nous ne pouvons pas. Mais aujourd'hui, la population a compris et je pense que depuis que nous avons commencé, les ressources ont commencé par grimper peu à peu. Et aujourd'hui, nous avons aussi remis cette question-là à la commission chargée des affaires financières, donc de la mairie, pour étudier encore à nouveau les processus de comment il faut aller vers la population, comment les sensibiliser encore à nouveau pour que chacun puisse vraiment améliorer les ressources de la commune. Voilà. Alors, un mot sur la jeunesse. Vous êtes très jeune. Vous faites partie de tous les jeunes à la tête de nos différentes collectivités locales. Comment se porte la jeunesse de Cleucamin aujourd'hui? Oui, la jeunesse de Cleucamin se porte très 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 bien. Je pense que c'est une joie pour la jeunesse de Cleucamin. C'est d'ailleurs un grand défi. C'est un grand défi pour Cleucamin parce que les jeunes, même les vieux, ont aussi souhaité que les jeunes viennent au pouvoir. Donc, histoire d'améliorer encore nos conditions de vie. Et je pense que c'est un défi pour les jeunes aujourd'hui. Ils savent que quand la jeunesse veut, elle peut. Donc, je pense que aujourd'hui, la jeunesse est très contente et elle est prête à nous accompagner. Une jeunesse engagée donc. Alors, vous avez devant vous 6 ans de gestion à faire. Que comptez-vous laisser à la commune de Cleucamin après votre passage? Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, passer d'une communauté rurale à une communauté urbaine, c'est mon champ de bataille. Et je peux vous dire que j'ai foi qu'avec l'engagement que la jeunesse de Cleucamin a aujourd'hui, après les 6 ans, vous aurez un bilan vraiment élogieux. Nous aurons un bilan élogieux. Est-ce que vous pensez que vous êtes compris quand vous apportez un certain nombre de réformes, de la nouveauté à la communauté? C'est quand vous demandez aux gens de payer les taxes. Oui, je peux vous dire, au départ, non. Au départ, vous savez, nos populations sont comme ça. Au départ, on pense qu'on est en train de les gêner et tout. Mais il faut juste aller communiquer. Donc, ce que nous faisons chaque fois, nous communiquons. Et moi-même, je descends tout le temps dans les marchés et dans les lieux publics, et les jeunes qui s'approchent d'eux, je parle et je pense qu'ils sont en train de comprendre petitement parce que les gens viennent poser des problèmes. Et cependant, si on n'a pas les moyens donc de répondre à ces besoins, ils doivent savoir. Et puis je me demande, mais comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre donc à ces besoins? C'est là on leur explique. Mais si nous n'avons pas les moyens, nous ne pourrons pas y arriver. Alors, la petite contribution des uns et des autres pourra nous permettre donc de faire face à ces différents besoins. Et aujourd'hui, ils sont très bien conscients. Et je suis sûr qu'avant les 6 ans, beaucoup de choses vont se passer. Merci.
Merci à vous, Dieudonné Kofi Gbedjekan, maire de la commune de Clécamin. Merci d'être passé ici et bon retour dans votre commune et au milieu de vos administrés. Dans un instant, on parlera développement du e-commerce, comment créer et gérer un business en ligne. Afis Bileoma est directeur des projets de dématérialisation à l'Agence des services et systèmes d'information ASSI. C'est notre invité. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Juste après le présent plateau de l'invité, on sera dans Douala l'essai de l'ex avec Herman Anyamboussou qui reçoit Maître Claire Lise Henry, avocate au barreau du Bénin. On parlera ce matin des violences faites aux femmes. Quelles sont donc les voies judiciaires qui s'offrent à tous? Des précisions à suivre dans pratiquement 10 minutes. Tout de suite, on parlera du e-commerce avec vous. Afis Bileoma, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Voilà, vous êtes directeur des projets de dématérialisation à l'Agence des services des systèmes d'information. On comprendra comment il faut créer et gérer un business en ligne. Mais avant, présentez-nous le panorama des entreprises qui vendent en ligne en République du Bénin. Merci pour cette occasion que vous me donnez de pouvoir parler du e-commerce. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a 3 types de business qui se font sur la vente en ligne au Bénin. Le premier business va concerner des entreprises qui vont mettre en ligne un ensemble d'articles à vendre directement sur les réseaux sociaux. Donc en gros, les 3 plus grands réseaux sociaux qui vont être utilisés vont être Instagram, Facebook et puis WhatsApp dans une certaine mesure. Ce qu'il faut voir, c'est que on va être vraiment sur de la vente en ligne un peu risquée, dans la mesure où l'acheteur n'a pas vraiment, en voyant un article, lorsqu'il est intéressé, il n'y a pas derrière une vraie gestion de stock. Ça, c'est la première chose. Le vendeur ne sait pas forcément à qui il a affaire comme acheteur, mais surtout, lorsqu'on arrive à l'endroit le plus important qui consiste à pouvoir concrétiser la vente, on va se retrouver dans une situation de manque de confiance totale. Est-ce que on veut d'abord envoyer l'article avant d'être payé ou est-ce qu'il faut payer l'article avant d'envoyer l'article? Donc, on va être vraiment sur ce qu'on appelle de la vente, mais qui est beaucoup plus adapté à nos pays, l'Afrique, parce qu'on n'a pas une certaine maturité numérique. Puis on va avoir un deuxième type de vente en ligne qui se fait. Ce sont des sociétés qui sont montées d'un cran et qui vont créer leur propre site internet avec tout ce que cela comporte. C'est-à-dire que derrière, il y a déjà un effort, une gestion de stock. Lorsqu'on monte par exemple un habit, on va le montrer sous différentes couleurs, sous différentes tailles, etc. Il y a déjà une meilleure confiance de la personne qui vient parce qu'on voit le nom d'une société, on sait qu'elle a pignon sur rue, etc. Et puis le cas échéant, il y a certaines choses à regarder, il y a des conditions générales de vente, etc. Mais
Par contre, le vendeur va toujours devoir faire face des fois à des arnaqueurs, parce qu'à partir du moment où on va sur Internet, on peut se faire facilement avoir, etc. Et ça doit être dans les deux sens, hein, l'acheteur aussi. Oui, parfois. L'acheteur, un peu plus difficilement, parce que lorsque vous allez déjà sur un site, un vrai site, hein, pas un site qui a été créé par un arnaqueur, vous avez déjà une adresse que vous pouvez vérifier, etc. Il y a des témoignages, etc. Donc, normalement, vous vous faites difficilement avoir. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a un code du numérique qui donne une certaine confiance. Je vais un peu revenir sur ces aspects qui font que lorsque vous avez un site d'une institution bien précise, c'est déjà meilleur et puis vous êtes déjà dans de meilleures conditions. Puis il y a le troisième cas. Il y a le troisième cas qui vont être ce qu'on appelle des centres commerciaux. Ça s'appelle des places de marché, des marketplaces. Vous devez avoir entendu parler de Amazon, etc. Africrea, Ojala, Exportunity, etc. Alibaba, etc. Là, on va avoir un tiers confiance où vous venez créer, et je vais développer comment on le fait, vous venez créer votre boutique en ligne. D'accord. Une fois que vous avez créé votre boutique en ligne, vous êtes donc sur un centre commercial à qui vous faites confiance. Et pareil, l'acheteur, parce qu'il vient sur un centre commercial qui est connu, lorsqu'il achète, il sait qu'il a affaire à une marketplace. Si jamais il y a un problème, il sait se retourner vers cette marketplace pour, le cas échéant, se faire rembourser ou pas. Donc que ce soit l'acheteur ou le vendeur, font confiance à un tiers qui, lui, va vraiment gérer cette notion de confiance parce qu'il a une certaine notoriété, parce qu'il a l'habitude de pouvoir traiter de gros volumes. Ça, c'est les 3 cas que vous pouvez avoir de vente. Après, maintenant, si je dois donner des nombres, effectivement, la maturité numérique fait qu'on a beaucoup de gens qui vendent sur les réseaux sociaux. De plus en plus, ces personnes, pour connaître leurs acheteurs, vont venir donc sur leur propre site. Et on en a beaucoup qui vont vouloir vendre à l'international, qui vont aller donc sur des places de marché, comme ce que je viens de dire, Exportunity, Ojala, et il y en a aussi d'autres. Alors, sans aborder les aspects administratifs et du point de vue entrepreneurial, dites-nous de façon concrète comment on peut créer son business en ligne. Normalement, et donc je reviens encore sur les places de marché, c'est très très simple. Normalement, ça se fait en 3 grandes étapes. La première étape, vous vous connectez, vous dites, je veux créer un compte marchand. Donc, tout de suite, vous êtes appelé par un service qui essaie de comprendre ce que vous vendez, le type d'article que vous vendez, etc., qui discute avec vous, qui essaie de comprendre comment vous voulez vendre. La deuxième chose, une fois qu'on vous autorise donc à commencer à vendre en ligne, le cas échéant, vous avez un conseiller, mais vous pouvez commencer à prendre des photos ou vous faire assister pour faire des photos, et vous commencez directement à mettre vos articles en ligne. Et surtout, vous avez ce qu'on appelle, et c'est ça qui est important, vous avez ce qu'on appelle derrière de l'intelligence d'affaires, donc en gros de la business intelligence, c'est-à-dire que vous voyez les gens qui sont venus sur votre boutique, qui sont allés jusqu'à un certain moment, peut-être qu'ils n'ont pas acheté, qui sont revenus, vous avez la possibilité donc de pouvoir analyser un peu le comportement des acheteurs pour pouvoir savoir comment mieux placer vos articles pour pouvoir vendre. Donc 3 étapes assez simples, hein, et ça se fait aujourd'hui au Bénin. Régulièrement, vous avez des gens donc, qui vont créer leur boutique en ligne et qui quasiment dès le lendemain se mettre à vendre et vendre dans le monde entier. Alors, est-ce que notre environnement socio-économique est favorable à la création de business en ligne? De plus en plus. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que naturellement, on aime acheter ce que l'on touche. D'accord? Mais parce qu'on veut voir l'article et on n'a pas derrière ce qu'on appelle des artifices qui nous permettent donc d'avoir une certaine confiance. Le gouvernement béninois travaille de plus en plus sur la confiance numérique en mettant en place une digitalisation de plus en plus poussée. Aujourd'hui, les Béninois savent qu'ils peuvent prendre leur certificat de nationalité en ligne, ils payent en ligne, ils savent qu'ils peuvent créer leur société et on en parlera en ligne. Beaucoup de choses se font de plus en plus en ligne et donc naturellement, les e-commerce qui se créent maintenant font qu'il y a une certaine confiance numérique et puis les gens créent en ligne. Vous avez aussi l'APDP qui est donc une agence de protection et le code du numérique qui, dans son livre 4, décrit de façon très très claire un ensemble d'artifices pour pouvoir vraiment sécuriser la personne qui achète en ligne. Et puis vous avez de plus en plus aussi des brigades qui nous permettent, enfin aux personnes qui vendent en ligne, de pouvoir être vraiment dans un espace très sécurisé pour pouvoir avoir des gens qui achètent en ligne. Donc de plus en plus, et puis la Covid-19 bien sûr étant passée par là, vous avez des gens qui achètent en ligne. Et quand on dit acheter en ligne, ne voyez pas forcément que des biens comme la fashion, etc. De plus en plus, il y a du food delivery qui se font. Les gens achètent
achètent aujourd'hui avec des services de livraison, avec des services de livraison qui sont associés. Donc effectivement, de plus en plus, on va vers une tendance où les gens achètent de plus en plus en ligne. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de la dématérialisation avec la création des sociétés en ligne, un peu comme le fait Apiex Bénin. Cette innovation du gouvernement, comment la trouvez-vous avantageuse pour notre pays ? Très avantageuse parce qu'elle met vraiment notre pays en lumière. L'Apiex a mis, si je mets ça sur une timeline, l'Apiex a mis en février en place une plateforme qui permet de pouvoir créer son entreprise en ligne. C'est peu de le dire, c'est-à-dire que déjà, lorsqu'on a mis en place ce qu'on appelle le guichet unique, c'était très intéressant parce que pour créer une société, il faut aller dans différentes administrations. Avant, physiquement, on allait à un seul endroit pour pouvoir créer son entreprise. Depuis que l'Apiex a mis monentreprise.bj en ligne, de partout dans le monde, vous avez la possibilité de pouvoir créer une société au Bénin. Et si je dois donner des métriques très très simples, vous pouvez créer aujourd'hui votre société en 3 heures. C'est-à-dire si vous vous levez le matin, vous créez d'abord ce qu'on appelle votre identifiant et mot de passe. Donc à partir de là, vous êtes reconnu. On est sûr qu'on vous envoie un email pour être sûr que c'est bien vous qui êtes derrière. Et puis vous vous connectez sur un espace, mais qui, ma foi, est très très simple et qui vous permet de pouvoir obtenir, mais en 3 heures, un ensemble d'attestations qui sont très très importantes, ce qu'on appelle le RCCM, le IFU, la déclaration à la direction générale de travail, la déclaration donc au journal officiel, etc. Donc tout ça, ça se fait en 3 heures. Et quand on regarde les statistiques, vous avez déjà 3000 sociétés qui ont été créées, 20 000 sociétés individuelles qui ont été créées par ce biais. Et même mieux, et c'est un chiffre qui, moi, en tant que Béninois, me fait vraiment plaisir. Récemment, donc en mars, vous avez la CNUSED qui a classé le Bénin parmi les 5 sociétés au monde qui permettent ce type de prouesse avec la Suisse, l'Estonie et puis d'autres pays que j'ai oubliés qui sont la Nouvelle-Zélande, je crois, et puis un 5e pays. Mais donc c'est peu de le dire, on fait partie des 5 pays au monde qui aujourd'hui permettent de pouvoir créer sa société de partout dans le monde en 3 heures. Et ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est une évolution. Et peut-on, sur cette plateforme également, formaliser son business en ligne ? Pas tout à fait. C'est-à-dire, il faut faire la différence. Si vous parlez de e-commerce, il faut faire la différence. C'est-à-dire que vous pouvez créer aujourd'hui administrativement votre société en 3 heures, comme je l'ai dit. Après, ça peut être différents types de sociétés. Après, si c'est un e-commerce, après, vous pouvez aller, comme je le disais, sur une marketplace pour matérialiser le fait que dès maintenant, puisque vous avez un numéro IFU, etc., commencez à vendre en ligne. Donc, c'est vraiment 2 étapes différentes. Il y a une étape purement administrative et une étape qui est vraiment celle du e-commerce, qui est de plus en plus favorisée par des marketplaces. Y a-t-il une certaine démarche à observer lorsqu'on va vers la création de sa société, de son business en ligne? Oui, tout à fait. Lorsque vous voulez créer sur monentreprise.bj, déjà, comme je disais, il faut d'abord créer son login et son mot de passe. Donc, à partir de là, vous êtes reconnu. Après, je disais que vous avez une interface qui est très, très simple, qui, à chaque étape, mais vraiment en 4 étapes, très très simple, va vous demander l'ensemble des pièces à apprêter. Il suffit juste donc de numériser ces pièces, de pouvoir les charger. Si jamais il y a un problème, vous avez une interface qui est très très simple qui vous dit ce type de fichier n'est pas celui que nous attendons, etc. Oui. Vous avez vraiment l'impression, depuis la France par exemple, d'être devant un guichet avec une personne qui vous assiste et au bout de 3 heures, vous avez vraiment votre document. Là-dessus, vous avez la presse est dithyrambique, vous avez les réseaux sociaux qui ne font que saluer cette prouesse parce que vous aviez des personnes, que ce soit des étrangers ou des Béninois, qui revenaient exprès pour pouvoir créer leur société. Et cette fois-ci, ils se font de très loin. Alors, je le rappelle que vous êtes le directeur des projets de dématérialisation à l'Agence des services des systèmes d'information. On vous reçoit en plateau. Dites-nous très rapidement un petit mot sur cette agence. Que faites-vous ? L'agence des services et systèmes d'information est une agence nationale. C'est logé où déjà ? Elle est logée à Cotonou,
enfin, on a un problème d'ailleurs d'adressage numérique sur l'avenue qui passe devant Air France. Ouais, en face du Trésor, voilà, pour faire très simple. Donc, on est sur la route de l'aéroport. Sur la route de l'aéroport, donc en face du Trésor, nous sommes là. Donc, c'est une agence nationale qui, sous l'impulsion du ministère du numérique et de la digitalisation, met en place un ensemble de projets et programmes liés au numérique qui sont très stratégiques et très importants. C'est par exemple le cas pour la mise en place d'un data center pour l'autonomie de nos données, la pérennisation de nos données, ça c'est assez important. C'est le cas de la dématérialisation dont je parlais, la généralisation du e-commerce. Nous assistons beaucoup les ministères pour la mise en place donc, de leurs différentes stratégies de systèmes d'information et de façon très très générale. Tous les systèmes d'information stratégiques qui sont votés par le gouvernement sont mis en place par l'ACI. Alors, depuis quelques jours, vous participez à ce séminaire, à cette semaine du numérique, qui est une initiative du ministère du numérique et de la digitalisation. Quelle est selon vous la portée de cette organisation, de cette initiative du ministère? Le numérique, et donc on fait un zoom chaque année via la semaine du numérique, est quelque chose de très très important dans la vie de tout le monde aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a de très très grosses ruptures dans la vie. Je crois qu'il y a eu la machine à vapeur, l'électricité, et il y a eu récemment Internet, mais le numérique est vraiment une nouvelle révolution qui vraiment impacte toute la société. Ce qu'il faut voir pour pouvoir vous donner un exemple clair pour que tout un chacun puisse voir ce que permet de faire aujourd'hui le numérique. Aujourd'hui, grâce au numérique, vous pouvez suivre donc des cours à Harvard ou dans de très très grandes sociétés, dans des très très grandes universités sans forcément avoir à vous déplacer. Vous avez le numérique qui rentre de plus en plus dans un domaine agricole qui est très très important pour nous, qui permet par exemple à un agriculteur de pouvoir vendre au mieux sa récolte parce qu'il connaît en temps réel le prix qui sera négocié par son acheteur sur le marché intérieur. Il peut même savoir en prévision de certains indices pluviométriques quand est-ce qu'il faut qu'il fasse ci ou pas. Mais pour notre jeunesse, et ça j'ai vraiment envie d'asséner ce chiffre, il faut savoir que les dernières années, 25% des emplois qui ont été créés dans le numérique. Et d'ailleurs, des projections les plus optimistes montrent que 75 millions des prochains emplois se feront dans le numérique. Si je dois prendre par exemple des exemples très concrets pour que tout un chacun voit. Tout à l'heure, nous parlions de e-commerce. J'aime bien cette histoire assez récente qui s'est passée au Bénin, où vous avez le témoignage clair sur les réseaux sociaux d'un avocat parisien qui ne connaît pas l'Afrique, qui n'est jamais venu au Bénin, qui fait une recherche sur Google parce qu'il veut acheter, il tape vase africain. Il tombe sur une marketplace dont on parlait là, où il tombe sur un lien. Il achète un vase africain et il se trouve que la boutique qui a été créée sur cette marketplace est tout simplement au centre artisanal de Cotonou. Donc on est dans une situation aujourd'hui au Bénin, où vous avez un avocat parisien qui ne connaît pas du tout le Bénin, qui n'est jamais venu au Bénin, qui achète un vase donc, au centre culturel africain. Et c'est énorme. Donc, quand vous voyez les témoignages de cet avocat et de cette personne qui a vendu ce vase au centre culturel artisanal, on voit vraiment qu'on est dans une révolution de plus en plus où il faut vraiment s'intéresser au numérique. Voilà, la révolution du numérique et l'avenir pour tous les pays et leurs citoyens. Merci à vous d'être en plateau ce matin. Afis Bileoma, vous êtes directeur des projets et de la dématérialisation à l'Agence des services de système d'information. Merci beaucoup d'être passé ici pour nous apporter quelques informations sur le e-commerce. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Maître Claire Lise Henry est notre invitée d'Uralex Edlex. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. De retour en plateau, man parfait, Agnès Boussou, et en face, Maître Claire Lise Henry, avocate au barreau du Bénin, membre de l'AFA aussi. Tout à fait, Oui. toute avocate est membre de l'AFA, hein, c'est ça. Bon, si on peut le dire. Ouais. Alors, allez, les violences faites aux femmes ce matin. Tout à fait, hier c'était la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Aujourd'hui, nous avons un plateau Maître Claire Lise Henry pour nous. C'est vrai, quand on parle des violences faites aux femmes, il y a plusieurs types de violences, hein. Violence physique, violence psychologique, tout type de violence, mais c'est bien ça. Hein. C'est ça. Il y a des voix qui s'offrent à toute personne victime, surtout quand on dit personne, on parle plus, surtout des femmes. Oui. Et quelles sont ces voix-là, Maître Lise Henry? Oui, d'accord. Avant, je vais poser la question. Pourquoi les hommes cherchent à exercer des violences sur les femmes? Pourquoi surtout l'homme qui vous aime veut vous donner des coups dans le ménage? Sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de la colère, sous l'effet de beaucoup d'autres choses qu'on ne maîtrise peut-être pas. Mais je me demande pourquoi. Pourquoi il y aurait pas plutôt plus de tendresse, plus de douceur? Lorsqu'on est sous l'effet de l'alcool, on peut aller se coucher tranquillement et se lever après. Pourquoi on veut se défouler sur la femme? C'est une question que je me pose. Et la question est là. Et lorsqu'on a fini de se poser cette question, on se dit, mais maintenant, la femme qui reçoit les coups, quel est son comportement? Que doit-elle faire pour se protéger? C'est là que nous allons voir les voies qui sont ouvertes pour qu'elle puisse se faire entendre. Qu'est-ce qu'elle doit faire lorsqu'elle reçoit les coups? Automatiquement, la première chose que moi je pourrais lui conseiller de faire, c'est d'aller directement se plaindre au commissariat. Se faire entendre au commissariat. Maintenant, les femmes ont du mal. Elles ont peur d'aller se faire entendre. Elles ont peur. Elles se disent, bon voilà, surtout lorsque ça vient du mari, si je vais me plaindre, on va me dire que c'est moi qui amène mon mari au commissariat, je veux qu'on l'enferme, et c'est la belle famille qui se soulève contre elle. Elle se retrouve entre deux étaux, le mari qui frappe, la belle famille qui dit pourquoi tu réagis, elle souffre, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Alors, est-ce qu'on peut arriver à la tolérance zéro contre les violences faites aux femmes? C'est ce que nous souhaiterions. C'est pourquoi nous demandons aux femmes, osez aller vous plaindre. Et nous disons aux hommes, ce n'est pas parce que la femme se plaint qu'elle veut forcément que son mari aille en prison. La femme veut se faire entendre, elle veut qu'on l'écoute. Elle veut dire à son mari, s'il te plaît, ne me frappe plus. Nous pouvons aller au dialogue. Donc l'homme qui frappe sa femme et qui veut interdire à la femme d'aller se plaindre, cet homme-là, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Mais c'est aussi que dans le commissariat, il faut que la femme puisse avoir une oreille attentive. Généralement, quand elle va au commissariat, le policier la rabroue, écoutez, c'est toi-même, comment tu as fait pour qu'il... Est-ce que ce n'est pas aussi des comportements qui découragent les femmes? Oui, qui découragent. Mais donc là, je vais dire à la femme que l'État a mis en place des structures, par exemple les CPS, les centres de promotion sociale, où la femme peut rencontrer une assistante sociale qui va l'écouter, qui va l'orienter, qui va l'aider à engager une procédure judiciaire. Je voudrais dire aux femmes aussi, si elle n'a pas le courage d'aller au commissariat, dans chaque juridiction, dans chaque tribunal, il y a un bureau où elle peut trouver
un assistant social, qu'elle aille au tribunal, qu'elle dit je veux rencontrer l'assistant social ou l'assistante sociale, elle pose son problème, l'assistant social va l'aider à engager la procédure adéquate. Elle peut aussi aller voir une association qui est spécialisée dans la protection des droits de la femme. Cette association va aussi l'orienter pour qu'elle puisse trouver une solution à son problème. Elle peut aussi prendre un avocat pour l'aider. Elle peut aussi aller vers l'association des femmes avocates du Bénin. Nous sommes là pour aider les femmes qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Comme ça, on pourra l'orienter à déposer une plainte ou à saisir le procureur de la République par une demande d'intervention pour qu'on puisse trouver une solution. Maître, il y a aussi que quand la procédure judiciaire est enclenchée, généralement, elle est bien longue et elle décourage parfois les femmes, les victimes de ces violences-là. C'est vrai que la procédure est longue, mais en ce qui concerne les violences, lorsque la violence vient de se commettre, par exemple, une femme qui reçoit un coup, si elle enclenche la procédure, on l'oriente vers la procédure qu'on appelle la procédure de flagrant délit. Le délit vient d'être commis ou a été commis dans un temps record et la procédure est assez courte, elle peut avoir une décision très rapidement. Maintenant, lorsqu'elle subit comme violence le viol, par exemple, qui est qualifié de crime, là c'est un peu long parce qu'il faut faire des instructions, il faut mettre une procédure qui peut être plus ou moins longue, cette procédure-là. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé? Vous avez déjà défendu des cas où oui, la femme victime a pu voir le mari condamné ou le mari condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis? Oui, moi personnellement, je n'en ai pas eu, mais on a déjà eu des cas dans notre association où il y a eu des condamnations. Mais le problème, c'est la prise en charge de cette femme victime après la condamnation. C'est vrai, nous voulons arriver à une décision de justice. Mais comment gérer l'après-décision? Comment gérer l'exécution de la décision? C'est là que le problème se pose. Est-ce que la femme peut retourner dans son milieu? Est-ce qu'elle peut retourner? Très compliqué. C'est excessivement compliqué. C'est là que moi je dis qu'il faut aussi réorganiser la médiation pénale, que ça ne soit pas seulement au niveau des enfants, mais que ce soit une médiation pénale au niveau des adultes, parce que dans le code des enfants, il est prévu la médiation, mais il faudrait qu'au niveau... c'est prévu aussi dans une certaine mesure, pour qu'on puisse... préserver la cohésion sociale, pour qu'on puisse préserver les relations au sein du couple. Après ces genres de choses. Parce qu'on condamne le monsieur, il reste en prison, il sort, quel est le sort de la femme? Les enfants sont là, la femme est rejetée, ses enfants sont rejetés, on a d'autres problèmes collatéraux et c'est compliqué. Ce que je souhaiterais, c'est que les hommes arrêtent d'utiliser les femmes comme des ballons de ping-pong. Arrête de se défouler sur la femme. La femme a besoin d'être chérie. La femme a besoin d'être gâtée pour se retrouver dans un environnement épanouissant pour elle. On peut y arriver, non? Est-ce qu'on peut mettre avec tout ce que vous avez énuméré comme batterie de mesures, voies judiciaires, est-ce qu'on peut parvenir un jour à l'élimination des violences faites aux femmes? Oui, si on le veut. À commencer d'abord par l'éducation. Je dirais encore que c'est nous les femmes. Lorsque nous avons des enfants à la maison, nous avons le garçon, nous avons la fille, nous devons commencer déjà par faire comprendre au garçon qu'il doit respecter sa sœur. Lorsque la sœur vient voir maman, ah, mon frère m'a tapé, on dit fous le camp, va là-bas et tout. Non. Il faut appeler le frère et lui dire, même si ta sœur n'a pas raison, comprends-la. Tu peux régler le problème autrement que par des coups. Lorsque papa tape maman à la maison, les enfants qui grandissent dans cet environnement vont chercher à répéter la chose. Il ne faut pas que maman s'énerve jusqu'à ce que c'est elle qui va encore commencer par frapper ses enfants parce qu'elle en veut à papa. Il faut que maman aussi rentre en elle-même et comprenne que c'est l'avenir des enfants, mettre les enfants à l'écart, les protéger et leur donner une autre éducation. Donc les parents et surtout les femmes, nous devons revoir l'éducation
des enfants. Il a été aussi remarqué qu'avec la Covid-19 et le confinement, les violences à l'égard des femmes ont doublé dans beaucoup de pays. Oui, parce que voilà des couples dans lesquels les gens ne se parlaient pas. Chacun se lève et va vaquer à son occupation. Le mari va à gauche, la femme va à droite. Et c'est le soir qu'ils se retrouvent d'habitude. Et on se parle 2-3 minutes, mais on va au lit. Et puis après, on reprend le lendemain. Et Covid leur dit, maintenant, retrouvez-vous. Ils n'ont pas l'habitude de se retrouver entre 4 murs. Ça devient compliqué, ça devient difficile. Voilà pourquoi on a constaté qu'il y a beaucoup plus de violence dans les couples. Donc, profitez du confinement et parlez. Retrouvez vos anciens amours et puis retrouvez les choses autrement. Je crois que c'est la meilleure solution. Merci, Maître Clarisse Henry. Merci à vous, Christian. Merci à vous, Herman Parfait, Annie Mbousouf. Dans 2 petites minutes, il sonnera à 8h55. Eh bien, on va lancer la revue de presse avec la régie. Lecture des journaux, décryptage, réalisation et présentation. Narcisse Nasser. Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, commençons ce tour d'horizon de l'actualité par le sport et le monde du football qui pleure une légende. Il s'agit de Diego Armando Maradona. L'Argentin est décédé hier mercredi des suites d'un arrêt cardio-respiratoire et l'information fait la une de toutes les publications ce matin. Le surnommé El Pibe de Oro, le gamin en or en français, était âgé de 60 ans. Désigné meilleur footballeur du XXe siècle, l'homme aura surtout marqué la planète foot par son talent, mais aussi par ses frasques. Et ce matin, toute la presse salue un artiste. Au Bénin, c'est parti pour le processus électoral pour le scrutin présidentiel de 2021. Les journaux nous apprennent ce matin que le gouvernement a pris un décret relatif au calendrier électoral. Prochaine présidentielle, la Commission électorale nationale autonome Sénat autorisé à enclencher le processus électoral, pointe le quotidien matinal. Le décret portant modalité d'élection du calendrier électoral a été adopté hier mercredi en Conseil des ministres, ajoute le journal, qui précise que le premier tour du scrutin aura bel et bien lieu le 11 avril 2021. Le même sujet fait le gros titre de l'autre quotidien et l'événement précis. Présidentielle 2021, adoption du décret portant modalité d'élaboration du calendrier électoral. Le premier tour aura bel et bien lieu le 11 avril, écrit l'autre quotidien. Déclenchement du processus électoral pour l'élection du président de la République. Le premier tour fixé au dimanche 11 avril 2021, placard de l'événement précis, qui nous informe en même temps que Patrice Talon invite les maires et députés à parrainer les autres partis politiques. Mais en attendant le début des opérations électorales dans le cadre de ce scrutin présidentiel, le quotidien Matin Libre semble indiquer à l'opposition le chemin à suivre pour éviter d'éventuels écueils. Présidentielle 2021 affiche en manchette le journal, ces pièges que l'opposition doit éviter. Le quotidien Fraternité lui est allé à la rencontre de Jean-Baptiste Munguet, membre fondateur du Parti Bloc républicain. Et à propos des parrainages aux candidats à la compétition électorale de 2021, l'homme déclare à la une de Fraternité que les élus ne parraineront pas les menus frétins. Plus loin, l'acteur politique souhaite, selon le Canard, que les partis politiques prennent et gèrent le pouvoir d'État à l'issue du mandat 2021-2026. Quant à la santé du parti au logo cheval cabré, Jean-Baptiste Munguet affirme qu'il se porte bien et qu'il deviendra la plus grande des formations politiques au Bénin dans quelques années. La tournée nationale du chef de l'État occupe encore les colonnes des journaux ce matin. Après une deuxième trêve observée hier et aujourd'hui, Patrice Talon reprend son périple dès demain vendredi, informe les Canards. Le quotidien Le Challenge croit savoir que la mobilisation s'annonce intense dans les départements du Zou et de l'Atlantique. Dans la suite, ce matin, une bonne nouvelle pour les agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Les journaux nous apprennent que le gouvernement a décidé de mettre en œuvre les nouvelles dispositions relatives à la délivrance des carnets de pension de retraite. Des dispositions qui, selon mes confrères, proscrivent la lenteur administrative dans le traitement des dossiers de pensionnés. La décision a été prise hier en Conseil des ministres et pour La Nation et l'autre quotidien, le gouvernement a tenu le pari de payer les pensions dès l'admission des agents à la retraite.
Et pour la mise en œuvre de ces nouvelles modalités de délivrance des carnets de pension de retraite, le matinal précise qu'au total, 1411 dossiers d'agents ont été traités déjà. À côté de cette bonne nouvelle, la nation feuillette le document relatif au projet du budget général de l'État exercice 2021 et y voit la cagnotte réservée aux mesures sociales. Et le quotidien du service public de préciser qu'au total, 268,4 milliards de francs CFA sont réservés pour les transferts et subventions. Toujours dans la suite, ce matin, Religion et la Tribune de la capitale qui nous informe qu'à 30 jours de la célébration de la Nativité, il y a incertitude autour du pèlerinage des Célestes et des Séraphins. En tout cas, ce grand rassemblement est interdit à ses mains, ajoute Fraternité. Pour raison de la pandémie à Covid-19, les fidèles qui chaque année effectuent le voyage de plusieurs pays pour la commémoration de la Nativité de Jésus-Christ sont invités à rester sur leurs paroisses respectives, renseignent les journaux ce matin. C'est l'essentiel à retenir de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Voilà, dans quelques petites secondes, il sonnera à 9h. Merci à tous de votre attention. Chez vous, c'était Actu Matin. Merci de votre attention. Merci également à toutes les équipes de préparation, de présentation, de réalisation, de diffusion de cette émission, de ce numéro. Rendez-vous demain vendredi avec l'ensemble des chroniqueurs. Prenez donc ce rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et gardez le sourire. Au revoir.